Salut tout le monde. Écoute, on a une émission pour vous ce soir. Bienvenue, vous regardez Nathan parle. Je suis Nathalie Calais et je reçois ce soir Rachel Descosses. Vous savez, moi, je la connais depuis l'école secondaire. Donc, je suis un peu excitée, biaisée, j'ai hâte de lui parler. Mais vous allez voir, c'est un bijou que je vous offre ce soir. Elle est francophone, elle est de la région, elle est... elle va tout vous dire ça, là, mais c'est une force. C'est une force. Elle est... écoute, on va aller avec ça. On va aller avec ça. On va commencer avec ça. Et au fur et à mesure, on va pouvoir plus parler de toi et de ce que tu fais, de ce que tu offres dans la vie. Mais on va commencer avec... Bien, je veux te souhaiter bienvenue à l'émission. Merci. Ça fait longtemps que tu regardes l'émission, puis ça fait longtemps qu'on essaie d'être ensemble pour que tu viennes sur le plateau parce que tu as été partie, tu es revenue. Oui. Mais là, finalement, tu es là ce soir. Je suis heureuse d'être finalement invitée à Nat en parle. Ça fait trop longtemps. Donc, on va commencer juste il y a longtemps parce qu'on va parler de campagne électorale avec Barack Obama, on va parler du Huffington Post, on va parler de ta nouvelle aventure en tant que maman. Mais on va commencer avec, OK, le secondaire, tu gradues secondaire, qu'est-ce qui arrive après? C'était quoi ton cheminement? Je suis allée à l'Université de Guelph en informatique. Puis après ça, j'ai travaillé comme informaticienne. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je faisais après le travail, je faisais beaucoup de choses communautaires, j'étais impliquée en politique aussi. Et local. Puis, local, fédéral, provincial et aux États-Unis. Oui. Oui, je me suis promenée un peu. Et puis, je me suis jointe à la campagne de Barack Obama en 2008. Qu'est-ce qui t'a... Tu es canadienne. Oui. Alors, pourquoi tu voulais t'impliquer dans une campagne électorale américaine? J'avais vu Barack Obama parler à la télévision. Puis je me suis dit, ça serait tellement le fun d'avoir la représentation à la télévision. Un homme noir qui parle comme il faut, qui s'habille comme il faut, intelligent, qui est intelligent, de le voir plus souvent. Donc, je me suis dit, une façon de garantir ça, ça serait qu'il arrive peut-être deuxième en arrière de Hillary. Dans ce temps-là, c'était Hillary contre Obama. Ça aurait été quand même bien d'avoir une femme aussi, femme ou homme. Bon, moi, j'ai déjà vu une femme leader. On a eu au Canada, il y en a eu dans d'autres pays, mais j'ai jamais vu un homme noir leader en Amérique. Oui. Donc, c'est vraiment ça qui était mon moteur. Et puis, j'ai conduit 14 heures pour me rendre à Détroit 3 fois pour cogner sur des portes et convaincre les lecteurs américains. Comment les gens réagissaient quand tu cognais à la porte? Puis c'était quoi ton approche? Tu cognais à la porte? Les Américains sont très forts. Donc, même avant de cogner, je faisais des appels depuis Ottawa. Okay. Ils te disent quoi dire. Donc, c'est pas toi qui inventes. Là. Tu dis « Bonjour, je m'appelle X, je suis ici parce que je travaille pour la campagne de Barack Obama. Je l'appuie parce que... » Puis là, le parce que, ça dépend de où ce que tu es. À Détroit, souvent, c'est parce qu'il a voté pour investir dans les entreprises d'automobiles. He got it right on Iraq. Je pense que dans la guerre, il avait voté contre la guerre, un des seuls. Puis là, tu leur disais, est-ce que tu as pensé à voter pour lui? Puis là, après ça, là, c'était improvisé. Puis souvent, les Américains sont très directs. Donc, ils te disent tout de suite, non, oui, peut-être. Puis là, tu marques ça dans le cahier, puis tu vas au prochain. C'est une différente culture quand même aux États-Unis. Comment tu te trouvais là-dedans, interagir dans pour leur politique? C'est sûr que c'est différent. Au Canada, je trouve que j'ai fait du porte-à-porte aussi au Canada. Okay. Et les gens sont plus timides à dévoiler leur allégeance politique au Canada. Si ils sont avec toi, ils vont dire oui, je suis avec toi. S'ils ne sont pas avec toi, ils vont dire je réfléchis encore, je ne suis pas sûre, je vais y penser. Mais les Américains sont très directs, mais c'est rafraîchissant de ne pas avoir à deviner. Donc, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis j'ai aussi appris à aimer les États-Unis. Je pense que Détroit, en particulier, a une réputation pour la violence gratuite, les gangs. Mais d'avoir passé autant de temps avec les gens de Détroit, j'ai aimé les gens. Ils sont quand même chaleureux.
j'ai vraiment aimé mon expérience à Détroit. Puis je pense que c'est ça qui a mené à l'idée d'aller étudier même aux États-Unis. C'est que c'est pas aussi violent puis aussi méchant qu'on voit à la télévision canadienne. Qu'est-ce que tu as étudié aux États-Unis? Je suis allée faire une maîtrise en administration publique avec un focus sur l'immigration, les politiques d'immigration, à the George Washington University, à Washington, D.C. Dans le temps, c'était le président était Obama. Ouais, Le campus est à 4 blocs de la Maison-Blanche, donc j'étais juste là. Tu étais dans l'aura J'étais de... dans le... Ouais. Oui, c'était très excitant d'être dans une ville qui est vraiment la plaque tournante sur beaucoup de politiques nationales et internationales aussi. Et puis d'être dans la ville d'Obama. Tu sais, des fois, Michelle, elle allait au gym près de chez nous, là. C'était... Cool. Cool. C'était excitant. Oui, c'est cool. J'allais à Chicago une fois et j'ai vu la maison. Écoute. Raconte-moi un peu comment tes études américaines ont influencé ta vue. Là, j'y vais là, mais ta vue sur l'immigration, soit américaine ou canadienne. Donc, c'est sûr que j'ai étudié formellement les politiques d'immigration américaines, mais la plupart d'entre elles étaient copiées au Canada. Quand on parle de l'exclusion des Chinois, bien, c'est la même chose aux États-Unis. Quand on parle de l'immigration américaine qui restricterait l'immigration noire, pardon, donc on ne pouvait pas immigrer aux États-Unis ni au Canada, avant 65 aux États-Unis, puis 68 au Canada, ça se ressemble beaucoup. Ce que j'ai appris, par exemple, les raisons derrière ça, les Américains sont très, encore une fois, plus francs sur leurs raisons, tandis qu'au Canada, c'est des excuses comme « Ah, les Noirs ne peuvent pas immigrer ici parce qu'ils ne peuvent pas supporter le froid ». Ça, c'est une politique qui était dans l'ère de Wilfrid Laurier. Donc, j'aime le fait qu'ils sont très directs avec leurs raisons. Et puis, aussi, j'aime le fait qu'ils ont des programmes et des façons d'intégrer les immigrants qu'on n'a pas encore 100 apprivoisés ici. Ça m'a donné vraiment une appréciation pour les politiques américaines. Je pense qu'on ne parle pas ici assez de qu'est-ce qui va bien aux États-Unis, de quoi on pourrait s'inspirer des États-Unis. C'est encore le seul pays en Amérique du Nord qui a élu quelqu'un avec la peau noire. On n'a pas encore eu ça au Canada. Et puis, je reste encore le rêve de me voir représentée à la mairie, à Queen's Park et pourquoi pas à 24 Sussex. Pourquoi pas? Et toi aussi, est-ce que tu t'es embarquée en politique aussi toi-même? Oui, j'ai été candidate 2 fois pour des investitures. Oui. La première, j'avais perdu par 10 voix à Orléans. 10? En 2004, je pense. J'ai oublié c'est quelle année. J'ai tenté ma chance. C'est dans le temps de... Je ne sais pas si ça fait longtemps. Là, Stéphane Dion était le leader des libéraux dans ce temps-là. Puis il voulait qu'un tiers des candidats soient des femmes. Ah! OK. Je te coupe là pour un instant parce qu'on va rentrer là-dessus. On s'en va pour une courte pause. Ça va être ça, hein? Ça va être ça. Je vous avais dit que c'était une force. Alors, on vient de commencer. On est à la surface de la conversation avec Rachel Descosses. À ne pas manquer, je vous dis, elle a une firme de consultation en DEI. Elle est maman. Elle a toutes sortes de choses à nous raconter. Je vous invite à rester là. Ne manquez pas ça. Soyez là. Si vous imaginez peut-être avoir fait quelque chose, Rachel l'a fait. Elle l'a fait. Elle a visité 40 pays, on va en parler. Elle s'est représentée en politique. OK, on était là quand on se parlait avant la pause. Tu t'es présentée 2 fois, une fois en 2004, une fois en 2019. Ça a laissé quoi pour toi, cette expérience-là? Ça m'a montré à quel point certaines communautés, notamment la mienne, n'étaient pas politisées, ne participaient pas au processus et traitées... La manière qu'on respecte les communautés, c'est la participation dans ces processus-là. Quand tu n'es pas là, bien, tu comptes pas. Donc, je suis sûre que j'ai aidé à mousser le taux de participation depuis ma participation à ce scrutin-là. J'en parle dans des conférences.
Et puis, je crois toujours à la démocratie, mais ça dépend qu'on y participe. Donc, ça a été ça. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième, c'est que après la première fois, on a commencé à me solliciter comme consultante, comme facilitatrice, un peu partout. Donc, ça a ouvert la porte à beaucoup de choses, beaucoup de contrats, beaucoup de prestations, faire des discours. Je me rappelle, Royal Galipo, qui était notre député à Orléans, il ne pouvait pas se rendre à une école pour une graduation, puis il m'a demandé d'aller à sa place. Donc, des choses comme ça arrivent quand il te voit te présenter, quand il te voit parler en public. Et puis, j'ai eu beaucoup de belles retombées. Donc, une belle implication dans la communauté. J'ai aucun regret. Est-ce que tu penses que le système politique fait en sorte que... C'est parce que ça cause un stress sur la vie, la famille. 100 Que les gens veulent peut-être pas participer, là. Je ne veux pas dire qu'il faut voter, tout le monde vote, mais je veux dire au niveau de se présenter, au niveau de se mettre... C'est sûr. C'est sûr que c'est un sacrifice qu'on fait pour son pays. Parce que tu ne vas pas là pour faire de l'argent. Être toujours à la loupe, scruter à la loupe, surtout quand on est femme, on scrute qu'est-ce qu'on porte, les boucles d'oreilles, les cheveux, le maquillage, le rouge à lèvres. Il y a d'autres choses qui viennent avec une politicienne femme que les hommes n'ont pas. Mais à la fin, moi, je me compte gagnante. Ça m'a apporté beaucoup de confiance, beaucoup de reconnaissance. Mais j'ai du respect pour ceux qui le font à temps plein pendant plusieurs années parce que c'est un sacrifice qu'on fait, c'est sûr. On va aller à un volet un peu plus personnel, OK? Tu voulais connaître tes racines. Oui. Peux-tu nous raconter cette histoire? Donc, mes parents viennent d'Haïti, mais avant Haïti, on ne sait pas d'où on vient parce que les traiteurs d'esclaves africains n'avaient pas des bons registres. Puis s'il y en avait, ils ont brûlé avant de quitter. Donc, la plupart des Afro-descendants, on ne sait pas d'où on vient en Afrique. Le test d'ADN devient vraiment un instrument, je dirais, émotionnel pour apprendre d'où est-ce que nos ancêtres viennent. Donc, après avoir fait le test d'ADN, j'ai reçu la carte géographique. Mes ancêtres venaient, ça commence au sud du Mali, puis ça va jusqu'en Angola. C'est une grande étendue, mais la plupart de mes souches étaient Nigeria, Togo, Bénin et Congo, Cameroun, cette région-là, le top 3. Et j'ai eu la chance d'aller sur place, en Afrique, pendant 6 mois. Et puis, je suis allée. Je suis allée à l'aventure. Pendant 6 mois, ça doit être... C'était... Bien, premièrement, ça a pris du temps, après avoir fait 40 pays, comme tu as dit. Le dernier, c'est l'Afrique, parce que quand on va en Afrique, premièrement, nos parents ont été inculqués que l'Afrique, c'est pauvre, c'est sale, c'est pas positif. Puis je vois que les médias aussi ne font pas une bonne job à montrer toute la splendeur de l'Afrique. Puis ensuite, en tant qu'afro-descendante, quand tu vas en Afrique, ça veut dire que tu vas confronter un passé qui est difficile. C'est pas facile. C'est comme un Juif qui va à Auschwitz. Tu vas là parce que tu vas faire le party. Tu vas là parce que tu veux honorer tes ancêtres, mais en même temps, c'est émotionnel d'aller dans des places où ils ont enfermé tes ancêtres, de voir toute la cruauté quotidienne. Puis, mais j'étais prête émotionnellement d'aller explorer ça. Mais aussi, ce que j'ai découvert, c'est que quand on voit ces choses-là, puis oui, c'est horrible, on explore aussi ce qu'étaient nos ancêtres avant d'être réduits à l'esclavage. C'était des artisans, c'était des couturiers, c'était des intellectuels. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on découvre quand on a le courage de voir, d'aller là-bas. Donc, je suis allée, j'ai passé 6 mois, j'ai fait 5 pays. C'est un voyage que je souhaite pour tout afro-descendant, d'aller quelque part où notre corpulence est normale, où tout le monde a les cheveux crepus comme nous. Je dois te dire, quand je suis arrivée, j'ai commencé avec le Sénégal.
Je suis arrivée au Sénégal, je prends le taxi pour aller au centre-ville. J'ai loué une chambre chez l'habitant parce que moi, je veux être avec le vrai peuple, là, puis faire les vraies choses. Et puis, il fallait que j'aille à la banque pour avoir de l'argent. Et puis, la banque, toutes les posters, c'était toutes des femmes qui me ressemblaient, avec la peau foncée, les cheveux crépus. J'étais tellement étonnée. Je sentais comme si j'étais dans un... Tu sais, là, il y a un musée où ce que tu vas, où il y a un miroir infini, où ce que tu te vois refléter partout, comme un kaleidoscope. C'est ça que je me suis sentie. Ça m'a rendue étourdie la première fois. J'étais comme, c'est pas normal. Puis, c'est normal en Afrique. Je me suis vraiment sentie chez moi. Puis ça, c'était le début, puis ça a été de mieux en mieux après ça. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience d'être dans des places où je pouvais passer un peu, je ne veux pas dire inaperçue parce que je suis quand même grande. J'ai pas des tenues africaines qui ressemblent à des locaux, mais il y avait un sentiment que que j'ai adoré. Une autre chose à propos du Sénégal spécifiquement, c'est qu'à un moment donné, je suis dans un taxi, puis le taxi, il vire très vite pour éviter un accident. Tu sais, leurs routes sont pas comme les nôtres. Et puis, quand il vire, il dit « Ouais! » Puis là, je suis comme « Oh my God! » Quand il s'est relaxé, le taxi, je dis « Mais vous avez dit quelque chose, monsieur? Qu'est-ce que vous avez dit? » Il a dit, j'ai dit, oui. C'est parce que j'étais un peu nerveux parce que je voulais éviter l'accident. Puis j'ai dit, ce mot-là, ça existe dans le créole haïtien. Et ça veut dire la même chose. Non! J'avais de brailler. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est une expression qu'on utilise en Haïti pour dire wow, comme une sorte de surprise, que c'est le même sens. Est-ce qu'il savait ou est-ce que tu lui apprenais quelque chose? Je lui apprenais, je m'apprenais ça moi aussi, mais quand tu vois ça, tu dis oh my God, je viens vraiment d'ici, comme c'est pas juste un test, c'est pas juste une rumeur. La langue, elle nous l'a dit ça. Il y a eu plein d'incidents comme ça en Afrique de l'Ouest où ce que j'ai dit, c'est vraiment d'où viennent mes ancêtres. Si je n'avais pas le test ADN, j'aurais pu l'apprendre de d'autres manières. Puis ton test d'ADN aussi t'a amené vers l'amour de ta vie. Oui. Après le Sénégal, j'ai fait la Côte d'Ivoire et je me suis rendue au Bénin. Le Bénin, c'est un petit pays relativement en Afrique. Et c'est là d'où vient le père de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est le grand libérateur d'Haïti. C'est la raison pourquoi, selon mon papa, c'est la raison pourquoi on n'est pas en esclavage jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a été le stratège qui a fait que les Haïtiens se sont libérés de l'esclavage en 1804. Son père venait du Bénin. Donc, moi, il faut que j'aille. Si je vais en Afrique, puis je ne retournerai plus jamais, on ne sait pas quand j'aurai une opportunité d'aller là, il faut que j'aille au Bénin pour ton grand-père. Pour mon père, puis pour aussi honorer ce monsieur-là. J'arrive au Bénin, je m'oriente un peu, et puis je donne du travail à faire à mes employés aux États-Unis dans ce temps-là. J'avais des employés aux États-Unis. Puis, je m'en vais à Ouidah, qui est le port négrier le plus occupé de l'Afrique de l'Ouest. C'est sûr qu'il y a un ancêtre qui a passé par là. Sauf que je me réveille, il n'y a personne dans l'hôtel, dans l'auberge. La gérante est en break. Comme personne n'est là, puis là, je suis assez smart que quand en Afrique, là, que quelqu'un est en break, tu ne sais pas si la pause va durer 5 minutes ou 5 heures. OK, c'est mieux de faire ton plan Tu ne vas B. pas attendre, c'est ça. Là, je décide, je vais demander à la rue quelqu'un qui va m'aider. J'ouvre la grande barrière, je demande au gars juste en avant de moi, « Bonjour, ça va? » Parce qu'on commence une conversation là-bas avec « Bonjour, ça va? » La réponse, c'est « Ça va? » Toujours. Et puis, c'est ça, c'est la norme. T'sais, ça fait une couple de mois que je suis en Afrique, là, j'ai comme un peu le... J'ai compris le rythme. OK. Je demande au gars, écoute, j'aimerais aller à Ouidah, peux-tu m'aider? Il m'aide, là, de fil en l'aiguille. Je dis, bien, c'est quoi, je peux-tu te payer pendant 3 jours? Tu me donnes une ride, je vais voir 3 différentes places. Il dit, non, je ne suis pas un guide. Je suis comme, OK, bien, je veux pas un guide, je veux une ride. Comme, tu m'amènes là, tu me laisses au musée, puis tu me retournes, tu sais, tu n'es pas obligé de venir avec moi, là. Il dit, non. Ça, je commence à paniquer, parce que je ne sais pas comment je vais trouver quelque chose. Là-bas, Google ne marche pas, là, OK? C'est juste le word of mouth, là, c'est bouche à oreille. So, finalement,
il a pris pitié sur moi, puis il a dit « OK, je vais t'aider ». Puis là, on a passé 3 jours ensemble, ça s'est prolongé. Puis là, ça s'est prolongé dans toute une vie, parce qu'on est mariés aujourd'hui. Est-ce que tu le savais quand tu as passé du temps avec lui? Pas en tout. Au début, moi, je suis strictly business. Je suis là parce que je veux aller de point A à point B. Je veux faire tout ce que je peux faire pendant que je suis en Afrique. Je veux tout visiter, je veux tout voir. Puis toi, tu es juste un outil pour que j'aille faire mes destinations. Mais certaines de nos journées étaient très longues parce qu'il fallait aller un peu loin pour se rendre à mon village. Oui. Puis on parle, Oui. on jase, on apprend à se connaître comme étrangers. On se dit des vérités parce qu'on n'a aucune ambition. Ah, by the way, moi, je disais au monde que j'étais mariée. OK? Pour éviter tout... D'où que tu viens, Haïti. Que tu dans la vie, je suis secrétaire. T'es-tu mariée? Ah oui, oui. Mon mari m'attend là, à l'hôtel. Oui, OK? OK. Il n'y a pas de chance que... Donc, c'est vraiment une relation platonique qui s'est développée. Puis le courant a juste passé. On s'entendait très bien. Des fois, on revenait le soir, puis on parlait, puis la nuit tombe, puis on jase encore dehors. C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose. Puis ça a pris 2 semaines. Après 2 semaines, on dit, c'est quoi? This is it. Puis on est fiancés. Je reviens au Canada. Je dis à mes parents que je vais me marier. Mon père, il panique. Je dis le mot panique. Il a fait une crise complètement. Là. Il a dit non, tu ne vas pas marier un Africain. Tous les stéréotypes. Tu sais, il clairement être marié parce qu'il veut un visa. Il y a probablement d'autres femmes. Ils ont toutes cachées. Puis une fois qu'il vient ici, il va chercher sa vraie femme. Il va aller la chercher. Tu fais une erreur. Mais là, mon père, après presque 5 ans de mariage, s'est calmé. Il réalise que c'est pour le vrai. Et puis, mon père m'a même demandé de venir visiter en Afrique, lui aussi. Donc, on est allé là il y a quelques mois avec des caméras pour tout enregistrer. Est-ce que c'était sa première fois? Oui. À lui aussi? Oui. Puis comment est-ce qu'il a vécu ça? S'il était ici, là, tu verrais qu'il flotte encore. Il a adoré. Il a adoré tout le volet historique. On est allé à Beaumé, c'est la ville où The Woman King, le film The Woman King, c'est là que c'est la vraie place. On a rencontré, je donne juste une affaire, on a fait plein de choses en 3 semaines. Là. La reine mère d'Abomey nous a reçus avec des danseuses, tout le kit. Elle a fait un speech, un discours dans lequel elle dit qu'elle s'excuse pour le rôle qu'auraient peut-être eu ses ancêtres sur l'esclavage que mes ancêtres ont vécu. Ça, c'était la 3e journée en Afrique qu'on a eu ça. Écoute, c'était spectaculaire, ça a été vraiment thérapeutique. Et je répète encore, je recommande à tout afro-descendant d'aller dans la terre des aïeux. Ça renforce l'esprit. Tu le vois quand t'en parles. On se quitte pour une courte pause. On continue avec Rachel Descostes après ceci. Ne nous quittez pas, soyez des nôtres. Donc, Rachel Descostes, OK, canadienne, native au Canada, qui découvre ses souches par le biais d'un test d'ADN, merci. Et ensuite, tu vas en Afrique, tu trouves l'amour, tu reviens ici et aussi, tu es maman. Je suis devenue maman par le biais de mon mari, d'un garçon. Et j'ai essayé, tant bien que mal, de le préparer à l'immigration au Canada. C'est sûr qu'en termes de température, de culture, de bouffe, tout changeait très vite. Donc, quel âge avait-il? Il est arrivé à l'âge de 5 ans. OK. Mais avant ça, je suis allée en Afrique avec un livre qui parlait de l'hiver, de la neige. Est-ce qu'il y avait eu des concepts de neige ou d'hiver avant que tu lui en parles? Pas du tout. OK. Je suis même pas sûre qu'il a compris, mais j'ai voulu faire un effort. Oui. Et puis, j'ai cherché pour un livre avec un protagoniste noir avec lequel il pouvait s'identifier. Puis, j'ai rien trouvé. Donc, finalement, j'ai trouvé un livre en anglais, parce que dans ce temps-là, il parlait un peu anglais, avec 2 personnages blancs. J'en ai dessiné un brun
pour que mon fils se voie dans l'histoire. Puis ça a été la première expérience dans la littérature enfantine qui n'est pas, surtout en français, c'est encore pire, qui n'est pas vraiment multiculturelle. C'est difficile de trouver des textes en français où mon fils peut se voir dedans. Est-ce que c'est la réalité encore aujourd'hui? C'est très difficile. Je pense que depuis la mort de George Floyd, il y a un petit effort qui est fait, mais j'ai acheté tous les livres. Je les ai tous à la maison. Si tout le monde les a achetés, il n'y en a pas que... Le premier, c'est celui-là. Le premier, ça, c'est celui que j'ai colorié moi-même. Est-ce que c'est la copie que tu as coloriée? Oui. C'est la copie. Si tu ouvres, tu vas voir des dessins en brun. OK. Voilà. Voilà, OK. Ah, tiens, ils montent en caméra. Ah, ils le mettent à la caméra. Voilà. OK, parfait. Parce que c'est ça, j'étais ici. Oh, c'est cute. C'était quoi sa réaction à apprendre au sujet de... Je pense pas qu'ils ont compris avant d'arriver. Ils sont arrivés en janvier, donc ils ont vite compris. Oh, quand même! Ils ont compris pas mal vite. As-tu vu la petite vidéo qui est virale en ce moment, là? L'hiver au Québec, c'est la merde. Non, le printemps au Québec. Le printemps au Québec, c'est la merde. Donc, oui, au début, j'avais la misère à garder les mitaines. Il ne voulait pas les garder. Puis, à un moment donné, il a compris qu'il faisait froid, puis il les a gardés dans ses mains. Mais oui, j'ai fait des efforts pour vraiment lui inculquer. Je sais que les enfants noirs, les garçons noirs, statistiquement, n'ont pas vraiment l'amour de la lecture. Ils lisent à un niveau plus bas que la moyenne. Puis pour contrer ça... Au Canada? Aux États-Unis, mais je suis sûre que le Canada, c'est la même chose. On n'a pas de statistiques ici, là, mais je suis sûre que c'est la même chose. Donc, j'ai voulu lui inculquer l'amour de la lecture, puis j'ai passé par des livres où ce qu'il peut se voir dans le récit. OK. Puis ça a marché. Bien, c'est ça. OK, merci. Celui-là, c'est spécial parce que c'est la première fois que je vois un livre où le personnage porte des pagnes dans le livre. Le père du personnage principal, il porte les habits traditionnels colorés africains. J'ai trouvé ça très intéressant, puis je l'ai acheté pour ça, vraiment. J'essaie de trouver une image. C'est le père en rouge. Ah oui, je le vois. Ouais. OK, et ton fils aime la lecture. Il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 9 ans. Puis quelle est son expérience? Tu parlais de son expérience en tant qu'immigrant au Canada. Comment tu le vois, là, 4 ans plus tard? Je pense qu'au début, c'était difficile. Puis, qu'est-ce que j'ai appris à travers lui, c'est que souvent, il n'y a pas les repères parce qu'il vient d'arriver. Il vient d'un pays où tout le monde est noir. Puis il était aussi très jeune. Il était jeune. Son jeune. expérience, OK. Mais c'est drôle, les enfants ne comprennent pas le contexte, mais ils comprennent comment ça les fait sentir. Quand il y avait une joke raciste qui a été dite en classe, il n'a pas compris la farce, mais il a compris le sentiment. Il a pu exprimer qu'il se sentait mal à l'aise. Puis en relatant la farce que j'ai compris de quoi ça parlait, mais lui, il ne comprenait pas. Il ne comprend pas c'est quoi le mot en N, par exemple, parce que c'est pas... Donc, c'était difficile parce que j'avais pas toujours la façon de déchiffrer ce qui se passait. C'était difficile parce que j'ai trouvé que les écoles ne sont pas vraiment équipées. Qu'est-ce que ça prend pour être équipé? Ça prend une conscience, vraiment, puis d'avoir le sens d'observer qu'est-ce qui se passe. Il y a eu beaucoup d'incidents de bullying, d'intimidation d'autres enfants qui l'ont appelé le mot en haine, qui l'ont vraiment dérangé. Puis j'ai pas aimé que personne à l'école n'a remarqué ou est intervenu avant que mon fils réagisse, après quelques mois qu'il n'en pouvait plus. Puis c'est là qu'ils ont réagi. Puis j'aurais aimé qu'on intervienne dès le début. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au sein de nos écoles francophones. J'ai hésité avant de mettre mon enfant à l'école francophone
j'ai encore des cicatrices de mon expérience personnelle dans le Conseil francophone. Et puis, tu penses plutôt francophone qu'anglophone? Tu penses qu'il y a une 100%, différence? 100%. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai passé toute ma vie dans les conseils francophones. J'ai des histoires, j'ai des expériences qui sont vraiment, vraiment, là, avec le recul, là, je surprends que j'ai survécu. Et puis, ma réaction personnelle, c'était aller à l'université en anglais. C'était pas par hasard que je suis allée à Guelph. J'ai dit, je ne veux plus avoir affaire avec une communauté qui ne m'accueille pas comme il faut. Est-ce que tu te sens toujours comme ça maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte? Je pense qu'ils font des efforts. Je pense pas qu'ils font assez. Puis le fait que j'ai dit particulièrement en français, là? Oui. La communauté francophone? Oui. Okay. Les déclarations sur l'antiracisme, le Conseil anglophone, en fait, ça fait plusieurs années. Le Conseil francophone, on a fait ça fait quoi, 1 an? C'est récent, ça. Puis l'anglophone, ça aurait été en quelle année? J'ai pas en avant de moi, mais ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. OK. Puis le fait qu'on vienne de commencer à ouvrir nos yeux après George Floyd, je trouve que c'est en retard. Surtout pour une communauté encore, tu sais, contrairement aux anglophones en Ontario, les conseils francophones dépendent de l'immigration. Oui. Puis la source numéro 1 d'immigration francophone, c'est l'Afrique. C'est le Maghreb et l'Afrique. Oui. So, si tu n'es pas capable d'accueillir comme il faut, puis tu dépends d'eux autres, voulant dire que le nombre de francophones en Ontario serait en chute libre, ne serait-ce que l'immigration. Puis, je pense que des fois, on fait des efforts pour attirer les nouveaux immigrants à mettre leurs enfants dans nos écoles, parce que chaque enfant vient avec un chèque du gouvernement de, je pense, 23 000 par enfant. Mais une fois qu'ils sont là, est-ce qu'on les accueille? Est-ce qu'on les inclut dans le curriculum? Est-ce qu'on regarde le curriculum avec des lunettes DEI pour dire, ce texte-là, à deuxième vue, peut-être que c'est pas, ça ne montre pas de manière positive des personnes racisées, peut-être qu'on devrait changer. Puis je pense que ce travail-là, j'ai aidé certains conseils à entamer ce processus-là, mais on en a tellement besoin de plus de ça. C'est pas assez. C'est intéressant que, justement, là, ça n'a pas rapport à spécifiquement ce que tu racontes, mais cette fin de semaine, c'était la fête de Pâques, j'étais chez mes parents, puis je regardais des vieux bouquins d'école. Là. Mon père enseignait dans les années 70. OK. Rémi et Aline. Bien, il a enseigné, oui, c'est comme 72, 73, puis après ça, il est ingénieur, il a travaillé comme ingénieur au fédéral, mais il y a eu 5 ans, là, l'école de Casson, mais en tout cas, certaines écoles. Puis, Nicolas Timmins, puis je regardais comme les textes, même juste commencer à parler des filles. Non, mais j'ai comme fait, wow, je suis née quelques années après ça. Comme baigné là-dedans. Je me sens, donc, il y a vraiment, il faut évoluer en tant que ça. Tu vois, comme je regarde ça, puis j'ai dit à mon père, quel comité a approuvé? Il dit, c'était étudiant, puis tu vois que c'était comme taper une lettre à la fois, collée, comme il n'y a rien qui était enligné, comme tu vois que c'était comme, je m'excuse, mais c'était ça avait c'était pas les outils d'aujourd'hui, OK, on s'entend, puis je comprends, là, mais tu te dis, les gens pensaient comme ça, comme comment garder ton homme, tu sais, des choses comme ça, là, tu sais, comme, moi, je pensais ça, c'était dans les années 40, les années 50. On a vécu ça. Mais tu vas là, mais donc c'est comme une histoire un peu pour dire, tu vois, wow, comme la vie, la société doit évoluer. Oui, puis moi, mon père vient d'Égypte, donc j'ai toujours, je me suis toujours sentie comme, je suis pas vraiment, je suis pas vraiment franco-ontarienne, je suis pas vraiment, ma mère est anglophone, je suis pas vraiment anglophone. Mon père est égyptien, je parle pas arabe, je suis pas égyptienne. Donc, puis j'ai trouvé ma place au sein de la communauté francophone, mais autant anglophone. Mais la langue, quand tu parles de la langue, tu parles de les expressions dans le taxi. Qu'est-ce au niveau de la langue, culture, qu'est-ce que tu vas léguer à ton fils? Je fais beaucoup d'efforts de garder les liens avec la famille en Afrique. Une des traditions qu'on a amenées chez nous, qui sont normales là-bas, c'est que toute une famille s'habille avec le même tissu.
Donc, j'ai acheté beaucoup de tissus là-bas. On a toute notre garde-robe. Puis quand on sort, on est fiers de porter les couleurs et les pagnes du pays d'origine. Est-ce que c'est la tradition, le tissu, dans la famille comme nucléaire ou la famille élargie? Ça peut être les deux. OK. Selon ton budget, des fois, c'est toute la famille, des fois, c'est juste nucléaire. Ça peut être un couple aussi, ça peut être un cadeau. Mais quand j'étais là, j'ai observé ça, puis j'ai gardé ça ici avec moi, sur la bouffe. On va au festival, Moi, je veux qu'il soit fier de sa culture. Puis, c'est sûr que j'ai inclus que ça. Il porte ses pagnes que sa mère lui a cousues pour aller à l'école. Puis je dis, t'es le plus beau en classe, t'es le meilleur habillé. Il n'y a personne d'autre qui a un pagne fait par sa maman. Puis, je suis sûre qu'il arrive en classe fier. Puis, si quelqu'un lui taquine, il sait quoi dire. OK. Donc, oui, je fais des gros efforts parce qu'on se fait Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bien, toi, ta mère, elle a-tu fait ton shirt, toi? Non, moi, elle l'a fait sur mesure. Puis c'est la même que ma maman puis mon papa. Ça fait que, bien, il y a deux mamans, là. Oui. Ça fait que si toi, tu penses que tu n'aimes pas ça, c'est correct. Moi, je sais que je suis beau puis je suis bien habillée. Oui. Too bad, so sad. Oui, il est fier de lui. Donc, on vient de voir des images en nom de... Donc, tu as fait plein de choses, puis on va essayer de t'en courir plus, mais tu as aussi commencé à créer des pyjamas, parce que tu étais à la recherche de pyjamas. Quand ta famille arrive de l'Afrique, ils n'ont pas de pyjamas, assez canadiens. Chaud? OK, oui. Moi, je voulais en acheter, puis tout ce que je trouvais, c'est les pyjamas carottés. Oui. Le style carotté, il n'y a rien de mal avec ça, mais c'est la culture écossaise. Oui. Moi, je trouvais quelque chose qui est plus africain, je n'ai rien trouvé. Donc, on a créé notre propre ligne de pyjamas afrocentrique, inspirée par les aïeux en Afrique. On vend ça sur l'Internet. Beaucoup d'Afro-Américains les achètent. Des fois, on va à des festivals et des fonctions ici à Ottawa puis Gatineau, puis on les vend aussi. Puis c'est une belle histoire d'inclure la culture étrangère ici dans notre quotidien. On porte nos pyjamas, puis on est cute avec les photos de Noël avec nos pyjamas. T'es fascinante. T'es fascinante. Parce que il y a des gens qui diraient « Ah, ce serait le fun d'avoir un pyjama qui me ressemble. Ouais. » Bon. Puis ça finit là. Ça aurait fini là. Mais pas avec Rachel. Il faut dire que la pandémie a aidé. On était vraiment sédentaires pendant la pandémie, surtout au début. Ouais. Puis c'était une bonne chose dans certaines manières, la pandémie, parce que ça nous a permis, je pense que tous, à prendre une pause, à réfléchir sur qu'est-ce qui est vraiment important, puis prendre le temps pour faire quelque chose d'intéressant. On se quitte pour une courte pause. Au retour, on va parler de ton processus pyjama, OK? Restez là. Après ceci, on continue avec Rachel. Wow! OK. Bon, bien, moi, j'étais intéressée par son histoire d'amour à Rachel, mais CNN aussi. Raconte-moi, qu'est-ce qui est arrivé? CNN, ils ont une série qui s'appelle Chance Encounters. Oui. Des gens qui se sont rencontrés de manière intéressante. Comme par exemple, il y a un monsieur qui a sauvé une femme qui était en train de se noyer, puis ils sont mariés plus tard. De même. Donc, ils nous ont contactés par rapport à notre histoire, et puis ça a été publié en octobre sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux. Ça a fait le tour du monde. Ça a été traduit en espagnol, portugais, vietnamien, Albanie, hongrois. Je ne savais pas que CNN avait une portée. Je savais, mais je ne savais pas, tu sais. J'ai eu des messages à travers le monde, des gens qui ont dit que l'histoire leur a donné un nouvel espoir pour la vie. Puis c'est vraiment intéressant comment notre histoire a inspiré d'autres. Je pense qu'un des points sur lequel il y en a qui ont connecté, c'est que j'étais femme célibataire d'un certain âge quand j'ai rencontré mon mari. Je suis allée en Afrique juste avec mon casanier. D'un certain âge. Ben, j'ai plus 20 ans, là, tu sais, je suis pas mariée. OK. Puis je cherchais pas un mari non plus. Je vivais ma vie. Puis écoute, il n'y a rien de mal. Mais tu étais dans ta trentaine, là? J'avais 40 ans.
T'avais 40 ans. Oui, mais c'est pas... OK. Je sais pas. Et puis, je suis Oui. partie à l'aventure comme ça, OK. avec des raisons très nobles, c'est de découvrir oui. mes origines. Puis, le fait qu'on s'est rencontrés juste par hasard comme ça, puis qu'on n'avait pas de... C'était platonique, que je disais que j'étais mariée, que c'est pas vrai. Est-ce que tu vas écrire un livre? Déjà fait. J'ai fait un audiobook, c'est en anglais. On travaille sur la version française. Si les gens veulent t'écouter, ils peuvent? En publié? anglais, mais la version française va avoir plus de... Tu sais, il y a des choses qui disent mieux en français. C'est un pays francophone. Oui, oui. Et puis, j'aimerais... La version française va être encore plus spectaculaire, OK. disons. Donc, on Donc, je va travaille attendre. là-dessus. Quand Je la travaille version en là-dessus. français est complète, tu nous laisses savoir. 100%. On va pouvoir faire un petit C'est lunch. sûr. OK. Donc, t'écris beaucoup, tu as toujours écrit. Oui. Tu as écrit 170 articles dans le Huffington Post, Oui, entre autres, là, mais oui. entre autres. Vas-y. Bien, il y en avait dans Citizen, il y en avait dans Le Droit aussi, mais la plupart, c'était Huffington Post. Juste pour le plaisir, C'est parce ben, que plaisir. j'avais des opinions. des opinions. J'avais des opinions sur les politiques avancées par nos gouvernements pluriels. Puis, je savais qu'il y avait des sections pour des articles d'opinion dans tous les grands journaux. Mais ces journaux-là, souvent, bien, je pense que la première fois que Le Devoir a laissé un Noir écrire un article d'opinion de manière régulière, c'était il y a 2-3 ans. Donc, ces portes-là sont fermées pour la plupart d'entre nous dans ma communauté. Mais pour le Huffington Post, qui appartient aux Américains, la porte était grande ouverte. Donc, je suis rentrée, j'ai écrit sur des sujets qui me passionnent. Et puis, avec une lentille, une vision, je pense, qui est propre à moi et ma communauté, qui souvent n'a pas un plateau national. Puis ça a très bien marché. Donc, je parlais de diversité, d'inclusion, de discrimination, d'immigration, sur toute... Mais quelle est la touche Rachel Descostes? Moi, Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as toujours quelque chose à dire? Tu es toujours à point, les gens te lisent. Tu sais, comme... Parce qu'on en parle, mais l'aspect Rachel. Je pense que j'arrive avec des faits. Premièrement, peut-être que je suis ingénieure. Donc, je ne suis pas là pour l'émotionnel plus que les faits. Parce que souvent, les faits n'appuient pas les stéréotypes et les idées préconçues sur lesquelles on base les politiques fédérales, provinciales, etc. Donc, j'arrive avec des faits, j'arrive avec des exemples, j'arrive avec l'humour aussi, parce que souvent, Huffington Post, c'est pas sérieux. Donc, j'avais beaucoup d'humour, j'avais des références à Céline Dion ou des chansons country. Donc, j'ajoutais l'humour aussi parce que souvent, les thèmes étaient sérieux. Mais quand tu ajoutes une touche d'humour, ça passe plus avec la masse canadienne. Puis, ça a marché. J'avais beaucoup de lecteurs. Et puis, j'ai été citée dans beaucoup de journaux académiques aussi, ce qui est vraiment... Ça me donne chaud au cœur, parce que ça veut dire que les gens qui sont sérieux ont pu voir à travers l'humour quand même qu'il y avait des faits. Puis, je pense que des fois, nos gouvernements prennent des décisions qui ne sont pas basées sur toute la vérité, surtout qui n'ont pas l'apport des communautés culturelles dans la décision. Puis, je voulais vraiment apporter cet angle-là. Donc, c'est comme, toi, tu marches ou tu laisses tes traces un peu partout, là. Ou tu t'en vas, tu laisses des traces, tu fonces, tu vis vraiment une vie très pleine. Oui. Tu es très présente, tu es fonceuse. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Bon, je sais jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Mais surtout maintenant que je suis maman, c'est vraiment l'horaire scolaire qui guide tout ce que je fais. Je vais toujours continuer à voyager. On va aller aux États-Unis, aussitôt que mon enfant et mon mari ont leur passeport canadien. On va aller aux États-Unis visiter un peu. On continue à voir le Canada aussi. On a fait les chutes Niagara, on a fait Ville de Québec, on a fait Halifax, on va voir d'autres choses. Et puis, bon, je sais que quand j'ai visité le Bénin avec mes parents, je suis allée là avec des caméras. Et j'aimerais en faire un documentaire qui explore le retour en Afrique. Donc, c'est ça le plus grand projet sur lequel je travaille, ça puis mon livre en français. Cette année? Cette année, bon, ça risque de prendre beaucoup de temps, surtout pour les documentaires, le financement, c'est tout un processus, mais oui. Puis dernière chose sur laquelle je travaille, c'est que mon fils et moi écrivons un livre d'enfants.
Parce que moi, j'ai cherché les livres qui parlent de l'immigration en français. Je n'ai pas trouvé. Donc, on va l'écrire nous-mêmes. On a commencé à l'écrire déjà. Ça va rimer. Vous le publier ou le faire publier? On va le publier probablement sur Amazon, quelque chose de faire soi-même, parce que les compagnies des éditeurs, j'en connais pas qui sont intéressés à cette niche-là. S'il y en a un qui veut se manifester, vous êtes bienvenus. Mais ça va arriver avec ou sans un éditeur. Je pense que l'histoire mérite d'être dite, mérite d'être lue. C'est quoi l'histoire? L'histoire d'un jeune qui arrive d'un pays en voie de développement, où ce qui fait chaud, puis qu'au début, son père dit « Écoute, on va déménager », puis là, il est un peu marabout parce qu'il ne sait pas, comprend pas. Puis là, ils prennent l'avion, ils découvrent l'expérience d'être en avion. Puis là, il arrive, puis il fait froid. Et puis qu'il il s'adapte avec les nouvelles vestimentations, il goûte à la poutine, il goûte aux choses qu'on a ici qui sont quotidiennes, le sushi que mon fils a découvert, il aime ça. Et puis, il va découvrir les 4 saisons, il va patiner sur le canal. Donc, on va vraiment suivre un peu le cheminement de mon fils avec un nom fictif, puis on va essayer de rendre ça excitant dans le but que quelqu'un qui va lire ça à son enfant va pouvoir expliquer l'expérience que de plus en plus de jeunes vivent, ce qu'est l'immigration. Puis que la maman ou le papa ne va pas être obligé de prendre un crayon et dessiner dans le livre. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai des frissons. Oui, je vais laisser une trace, ça c'est 100% sûr. Et puis, je pense que je suis la fille de mes parents qui ont aussi beaucoup fait pour la communauté, pour leur communauté, pour Haïti. Et je suis vraiment leur cheminement, leur exemple. Tu parles de tes parents, tu as une flamme, tu as une énergie. Qu'est-ce qui te nourrit? Me nourrit? Oh my God, je sais pas. La vie, j'aime lire, j'aime Survivor, j'aime Ultimate Frisbee. Et puis, j'aime ma famille. J'aime mon mari, j'aime mon enfant, j'aime faire des activités. Moi, la vie me nourrit. Comment tu te lèves le matin? Comme tu te lèves le matin vite, lentement? Non, moi, c'est quoi ton expérience je me lève le plus tard possible. Oui! Mais je peux rester debout jusqu'à 3 heures du matin. Avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Okay. Pas de café. Je ne bois pas de café. OK. Mais tu te lèves. Mais le lever est toujours lent. Quand tu as mentionné que tu sais pas, tu vas y aller, est-ce que tu es plus une personne qui planifie ta journée ou est-ce que tu y vas un peu avec. Je planifie à, je dirais, 80 %. J'essaie de moins planifier. S'il y a une chose que j'ai appris en allant en Afrique à l'aventure, c'est que tu n'es pas obligé de tout planifier. C'est correct. D'habitude, moi, je lis, avant d'aller en vacances, je lisais tout le livre sur le Brésil, de tête aux pieds. Avant de m'y rendre. Puis là, je savais où est-ce que j'allais. Tout était planifié jusqu'à la virgule. J'ai adoré le Brésil. OK? C'est pas rien de mal, mais tu peux mettre moins d'énergie là-dedans puis faire confiance à tes instincts. C'est beau, ça. Ça, c'est un beau cadeau que tu offres. Est-ce que tu as, de ce partage-là, est-ce que tu as appris des choses de ton mari? Est-ce que tu vois la vie différemment un peu avec l'influence de ton mari? Mon mari... Ou vice-versa? Bon, j'ai appris... Je pense que ce serait plus mon enfant que j'ai appris à relaxer, à ne pas prendre trop les choses au sérieux, à être flexible. Ça, c'est un faible pour moi. Je suis vraiment pas flexible, mais ça m'a appris à relaxer un peu. Et puis, je dirais que mon mari, j'apprends vraiment à voir la vie et la culture d'une autre manière. Veux pas, quand tu es né ici, tu connais la culture ici. Oui, puis il y a d'autres façons de faire les choses. Oui. Puis on n'a pas toujours la meilleure façon. Puis même si on pense qu'on a la meilleure façon, c'est correct de laisser les autres aussi faire à leur manière. Qu'est-ce qu'on devrait changer? Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu avais comme à créer notre culture? Je dis notre, là, parce que... Je sais pas. Je dirais que on nous apprend qu'on a la meilleure façon de tout faire. Qu'on vous montre la meilleure façon, qu'on a les meilleurs livres, les meilleures cultures, les meilleurs films. Puis, ce que j'ai apprécié d'aller dans les pays en voie de développement en Afrique et en d'autres pays aussi, je suis allée en Amérique du Sud, c'est que il y en a d'autres musiques, il y en a d'autres films, il y a d'autres manières de manger le pain avec, au lieu de mettre du miel sur ton pain, tu mets une sauce aux tomates. C'est aussi bon. Ouais. Puis, ça m'a
vraiment ouvert sur l'apport que les autres cultures peuvent te donner. Même si c'est un pays pauvre, la culture est aussi riche que la nôtre. Puis je pense que quand on est né en Amérique du Nord, puis on se fait toujours dire qu'on est les meilleurs, puis on pense qu'on l'est, on a peut-être un angle mort sur l'apport que d'autres peuvent apporter. Puis voyager m'a vraiment ouverte sur d'autres manières de vivre, surtout au Brésil, c'est la joie de vivre tout le temps. On ne passe pas en demain, on passe en aujourd'hui. Puis des fois, je pense qu'on passe trop de temps à être sur la roue, là. Planifier, demain. Go. Oui. Puis des fois, c'est correct de juste jouir du moment. Puis de rien faire. Puis je pense qu'avec l'âge, j'ai appris à plus relaxer un peu. No way. Tu relaxes pas, oui, c'est ça. Je dis un peu. Je suis comme, peut-être que tu vas moins vite, mais tu es quand même, tu as des standards puis tu performes. C'est dans ta nature. Oui. Je ne veux pas t'imposer quelque chose, mais... Et je choisis. Je pense qu'avant, j'étais partout. Puis là, j'essaie de choisir, d'avoir un plan et de suivre mon plan. Puis si quelqu'un m'offre quelque chose, ça ne va pas dans le plan, bien, je ne suis pas obligée de dire oui. À 75 ans, tu vas avoir fait quoi? Je serai à la retraite. J'aurai une maison quelque part au Bénin où je passerai 6 mois par année à donner des tournées aux Afro-descendants en anglais et en français, mais surtout en anglais parce que c'est l'anglais qui est difficile à trouver au Bénin. Puis je vais leur faire passer le voyage que mes parents ont fait comme emploi. Et peut-être aussi, j'aurais appris la langue locale, le fond. Tu sais que c'est ça que tu vas faire. Tu le vois déjà. C'est déjà, oui. C'est ça. 100%. Wow. Oui. Est-ce que, OK. Non, mais c'est ça. Vous voyez? Je l'ai. La plage va être à 2-3 km maximum. Je mange du poisson 3 fois par semaine. Le poisson est frais. Et puis, peut-être à côté, je vais peut-être enseigner l'anglais ou bien l'informatique aux jeunes. Oui, c'est là que ça se passe. Et ma peau n'est jamais sèche parce que le soleil et l'humidité locale prend soin de ma peau et mes cheveux naturellement. J'ai l'eczéma, puis quand je suis dans les pays chauds, l'eczéma disparaît, puis quand je reviens, ça revient. Ça, c'est une autre leçon, c'est que avec tous les remèdes qu'ils nous donnent, ça ne marche jamais. Mais le soleil guérit tout. Mais le soleil guérit aussi au niveau de l'esprit. Hein? Je suis allée juste 10 jours. Où est-ce que je suis allée donc? En République dominicaine. Oui. Juste 10 jours de soleil. Ça fait du bien. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas été sur une plage. Là. Wow! Non, oui. 10 ans? Sans joke. OK, moi, je vais une fois par année, là, mais... Ben, c'est ça. Non, mais c'est fini. Maintenant, je ne vais plus jamais avoir un bris comme ça. Là. C'est beaucoup trop long. Une fois par année, tu voyages? Oui. On est allé en République dominicaine pendant la COVID. I don't care. Je suis allée à la plage. Pour ça, on est allé au Bénin avant ça. Oui, on va à la plage. Donc, tu te ressources, mais c'est merveilleux. Baigner dans le soleil. J'adore le soleil. Il nous reste juste 1 minute avant la fin du show. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent? Moi, j'aimerais dire juste merci. Merci à Nathalie. Parce que, écoute, ça fait 20 ans que tu nous donnes ton âme plusieurs fois par semaine, à faire rayonner la communauté, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, toujours rayonnante, toujours avec un beau sourire. Puis, tu es la même personne que tu étais à l'école secondaire. Tu étais toujours souriant dans ce temps-là aussi. Puis, j'adore le fait que tu es restée toi-même. Donc, bravo. C'est juste ça que je veux dire, bravo. Merci! Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été des nôtres ce soir. C'est un cadeau que tu as offert aux gens qui nous ont écoutés. Sur ce, bonne semaine à tous. Je t'aime, Ottawa. On se revoit la semaine prochaine. Bye!